soirée de clôture de notre 6e biennale Nature et Paysage. Et avant de revenir sur ces 2 jours à je voudrais saluer Marc Chenier, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, qui nous fait l'honneur de sa présence. Merci à toi, Marc. Je sais que le sujet de la biennale te tient à cœur, et je sais aussi que ton temps est précieux. Je veux également saluer le secrétaire général, qui fait l'honneur également d'être ici, et saluer Arnaud Daguerre. Jean-Paul Masse, sénateur, et saluer Arnaud Daguerre, ancien chef étoilé, expert en stratégie alimentaire et chroniqueur sur France Inter, qui me délivrera une conférence de clôture intitulée « Méthode de production et de consommation alimentaire ». Merci à vous de nous avoir rejoints ce soir. Alors, avant de lui laisser la parole à mon co-organisateur Christophe, je voudrais faire un bref retour sur image sur ces 2 jours. Alors, ce n'est pas fortuitement que j'utilise le terme image, car véritablement, nous avons reçu des images fortes au cours de cette biennale. Avec la déclinaison du thème en 3 axes, la terre, ressource de matériaux de construction, la terre, sol vivant et espace public, la terre, sol nourricier, la vision que si on sait la préserver et l'utiliser, c'est la terre qui va nous sauver, moi c'est ça qui m'a marqué. Puis, avec les ateliers expérimentaux du test de Carasas, alors pour ceux qui n'y ont pas assisté, là je ne livrerai pas à la description, il faudra revenir une autre fois. Et donc, le test aussi du mannequin de démonstration de mise en œuvre de torchis, mais aussi la très belle conférence de Dominique Gauzin-Muller, l'image des mains dans la glaise et la conscience que notre avenir réside dans la renaissance des techniques ancestrales m'a aussi également frappé. Merci à Wilfredo et Alba Carasas et à l'Association Maison Paysanne de France, comme à Dominique Gauzin-Muller pour la clarté de cette conférence. J'ai aussi appris hier que pour construire une maison en terre, il faut mettre des bottes et un chapeau. Les bottes, plus exactement le soubassement en pierre pour ne pas prendre l'eau, et le chapeau, c'est-à-dire le toit qui déborde pour protéger la pluie. Merci aux partenaires qui sont venus présenter les outils pour la gestion des sols nourriciers et du foncier, l'ADRIAL, la Chambre d'agriculture, la SAFER, l'Observatoire de l'économie et des territoires, le CDPNE, le Pays des Châteaux, l'École de la nature et du paysage et Tour Métropole Val-de-Loire, qui a animé un atelier cet après-midi. Concilier le zéro artificialisation des sols avec le soutien de l'activité économique pourvoyeuse d'emploi et la nécessité de loger nos concitoyens est un exercice délicat, voire périlleux, pour les élus. Merci à Arnaud Decroix pour son énergie persuasive à nous faire penser la nature en ville. La biennale est à la fois un événement riche en débats et échanges qui rassemble un très large public, élus, citoyens, professionnels, experts, techniciens et étudiants. C'est vraiment la particularité de la biennale, c'est de pouvoir mélanger, si je peux me permettre cette expression, tout type de public. Il s'agissait d'explorer la terre et les sols dans toutes leurs épisodes, dans toutes leurs dimensions, et d'établir des passerelles évidentes avec toutes les politiques publiques que nous conduisons et qui influencent notre cadre de vie. La variété des formats et la multiplicité des acteurs mobilisés pour la biennale montrent bien une chose: nos territoires sont dynamiques et s'interrogent sur les ressorts de la transition écologique et de la valorisation de la biodiversité, mais aussi sur notre cadre de vie. C'est l'occasion pour nous de réaffirmer l'importance pour le CAUE de travailler en réseau avec tous les acteurs du territoire. Et j'en profite pour remercier l'ensemble de nos partenaires qui ont œuvré à la réussite de cette biennale et que je n'aurais pas encore remercié. Mais je voulais vous demander une attention particulière pour l'équipe du CAUE qui, sous la direction de son directeur Grégoire Brusulier, a entièrement conçu et préparé ces 2 journées. Là, je vous propose de les applaudir. Vous connaissez maintenant, en plus comme il est grand, je le reverrai très facilement. En tout cas, merci à vous et à votre équipe.
Même si nous pouvons dresser un premier bilan positif de la biennale, elle n'est bien sûr pas terminée. La conférence de clôture est l'occasion pour nous de revenir sur un sujet fondamental en prolongement de cette table ronde animée par Pierre-Alain Dessous cet après-midi, à savoir le lien entre le sol, les sols, l'agriculture, l'alimentation et pour finir la santé. Ce que nous trouvons dans les sols, se retrouve dans nos assiettes, et donc finalement influence considérablement notre santé. Je suis certaine que le public de cette salle, comme nous, partage notre enthousiasme à l'idée de vous écouter, cher Arnaud, nous délivrer votre message, qui je pense sera un petit peu déplacant de l'échange que je l'avais vu tout à l'heure. Nous aurons ensuite le plaisir de prolonger les échanges autour d'une discussion croisée à laquelle notre ministre a bien voulu participer, donc avec Arnaud. Monsieur le ministre, cher Marc, monsieur le sénateur, cher Jean-Paul, monsieur le secrétaire général, je vais essayer d'avoir un propos complémentaire de celui de Catherine, puisque vous savez que cette biennale Nature et Paysage est une coproduction entre les équipes du CAE et la communauté d'agglomération. Alors, comme j'ai dit que j'allais essayer d'être complémentaire, je voudrais revenir sur l'histoire de cette biennale que nous avions inaugurée sous cette forme en 2009 avec un premier sujet qui était les délaissés urbains. Et puis, au fil des ans, nous avons essayé de tenir le rythme des 2 ans jusqu'en 2018, parce que en 2018, nous avons traité de l'eau, sujet d'actualité, donc je pense que d'ailleurs on va revenir sur la thématique de l'eau dans la soirée. Et en 2018, nous avions pensé que, comme c'était une biennale, il fallait attendre évidemment 2020. Et qu'en 2020, il y avait les élections municipales, donc on ne savait pas trop à quel moment on allait programmer la suite. Et puis, non seulement il y a eu les élections municipales, dans les conditions que vous connaissez tous, et puis il y a eu également surtout le Covid. Ce qui fait que depuis 2018, notre biennale n'avait pas eu lieu. Donc il faut réamorcer la pompe, parce que c'est un lieu de dialogue entre les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre, entre les étudiants et les citoyens. Et il faut redonner de l'envie et redonner de la visibilité à cette manifestation. Donc, première opération, premier thème, c'était les délaissés urbains. Le dernier, ce fut le thème de l'eau, mais entre-temps, nous avions traité de l'arbre, là aussi un sujet qu'on va évoquer, j'imagine. Nous avions traité du paysage du quotidien et du paysage patrimonial, et nous avions traité aussi, en 2011, le thème c'était les agricultures, au pluriel, avec un S, les agricultures, avenir des villes, au pluriel. Et je pense qu'entre l'arbre, l'eau, l'agriculture, avenir des villes, on est en plein dans le sujet de ce soir, comme quoi ces biennales ont réussi à anticiper le débat que nous vivons actuellement. Donc, ravi de vous accueillir comme président de la communauté d'agglomération, une communauté d'agglomération qui a souhaité s'emparer du débat de l'agriculture, puisque dès 2008-2009, il y a eu un vice-président dédié à l'agriculture et à la viticulture. On n'oublie pas que dans notre territoire de l'agglomération, la viticulture est un élément important de notre activité économique agricole. Et puis, il y a eu les fameux comices agricoles, celui de Marolles, celui de Candé. Je peux vous annoncer, ce soir, c'est un scoop, on en fera un autre en 2025 qui continuera de travailler sur la problématique de l'agriculture périurbaine, puisque ce comice aura lieu à cheval sur les 3 communes du sud du cœur d'agglomération, Blois, Vineuil et Saint-Gervais, sur la Bouillie, un lieu qui a été historiquement dédié à l'agriculture, au maraîchage, au pâturage, et je crois que ce sera un beau symbole. Dans l'agglomération de Blois, on essaye sur la question de l'agriculture de travailler sur 3 registres. Peut-être qu'on aura l'occasion tout à l'heure de l'évoquer, mais ces 3 registres qui me paraissent être des clés pour la transition agricole, ce sont la question du foncier, incontournable. Voilà, ça, il n'y a pas d'agriculture s'il n'y a pas de foncier, hein, ça va sans dire, mais il vaut mieux le dire. Le deuxième sujet, c'est la question du soutien aux filières,
aux agriculteurs sous des formes diverses et variées, le partenariat avec la Chambre d'agriculture ou la SAFER, c'est-à-dire comment peut-on accompagner avec les compétences d'une communauté d'agglomération les acteurs de la filière agricole. Et puis le dernier levier que nous devons utiliser pour cette problématique de la transition agricole, c'est la question du récit. Et la question du récit, pour les élus, elle est fondamentale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comment on crée de l'acceptabilité sociale, comment on fait pour que les changements soient acceptés par tout le monde. Parce que si on parle, par exemple, de l'agroécologie, ça suscite encore un certain nombre de débats. Et si nous n'avons pas, nous, élus, gouvernement, parlementaires, un récit à proposer au pays, eh bien, on tombe dans les affrontements. Donc voilà, les trois leviers que nous mobilisons à l'agglomération pour faire en sorte que l'agriculture puisse continuer, j'allais dire, tout simplement, à nourrir le pays et à obéir à un thème qui est cher à notre ministre, puisque c'est l'intitulé de sa délégation, la souveraineté alimentaire. Voilà, merci beaucoup, et puis je crois qu'on peut appeler maintenant Arnaud à rejoindre Bonsoir à tous et à toutes. Et merci de recevoir M. Martin Dupont, cuisinier qui a mal tourné. Je me dois d'abord peut-être de vous dire deux mots, non pas sur moi, mais d'où je parle. C'est-à-dire, qu'est-ce qui m'amène aujourd'hui, moi, cuisinier réformé, à défroquer plutôt. Qu'est-ce qui m'amène à venir parler comme ça à des gens, de quel droit je me mêle de parler surtout d'un sujet qui n'est pas le mien, puisqu'a priori, je suis plutôt cuisinier et pas du tout ni agriculteur, ni agroalimentaire. Alors, pour que vous sachiez, aucun ici connaisse mon père, évidemment, il a été un chef très connu et président de l'UNIH pendant des années, donc c'est lui qui a inventé le du canard. J'ai coutume de dire que c'est mon demi-frère, parce qu'il est né la même année que moi dans la même maison. Ça marque une destinée. On connaît moins la famille de ma mère qui m'a autant impacté que mon père. Mes grands-parents maternels avaient le premier restaurant végétarien et macropolitique de Paris qui s'appelait La Saladière, et c'était en 1956. C'était plutôt pionnier dans ce domaine, et c'est sans doute eux, et notamment ma grand-mère Fanny, qui m'ont donné l'envie, au fur et à mesure que je rentrais dans cette carrière de cuisinier, de m'en emparer assez profondément, et pas seulement sur la surface. Et donc, ma grand-mère Fanny, elle disait quelque chose que je résume en une phrase aujourd'hui, que, pardon à ceux qui l'ont déjà entendu. Et là, ça va mieux ou pas? Vous m'avez pas entendu ce que... Cette grand-mère, donc Fanny, me disait une chose que je traduis comme ça, en une phrase. Ce que tu manges te constitue, et ce que tu manges décide ton monde. Cet intérieur-extérieur, comme ça, lié à l'alimentation, j'ai mis des années à comprendre ce qu'elle voulait me dire par là. Je commence à peine à tirer le fil, mais toute ma vie, je me suis posé, toute ma vie de cuisinier, et même après, d'autant plus après, je me suis posé cette question, qu'est-ce que bon produit alimentaire? Qu'est-ce que c'est qu'un bon produit? Ça veut dire quoi? Bon, pour qui? Pourquoi? Et ce fil-là, quand on le tire, il n'y a pas de bout. On peut tirer toute sa vie, ce fil-là. Et c'est ça qui m'a amené, à un moment donné de ma carrière de cuisinier, à m'occuper de plus en plus de ce qu'on appelle une filière, la production, et donc l'agriculture, évidemment, et l'élevage et tout ça. Et c'est ça qui m'a poussé, à un moment donné, à cofonder une association qui s'appelle Pour une agriculture du vivant. Parce qu'à un moment donné, j'ai cru comprendre, et je n'étais pas le seul à ce moment-là, qu'il fallait faire se parler des gens qui se parlaient jamais dans ce monde de l'agriculture et de l'alimentaire, et qu'il fallait rendre plus fluides les sujets qui étaient
en général abordée sous l'angle de la baston, ou de la querelle, ou de la négociation avec le fusil sur la tempe. Et donc, ça c'est pour vous dire d'où je vous parle là. Aujourd'hui, nous avons un comité scientifique pour une agriculture de vivant qui est international, puisqu'on a des Belges et des Suisses aussi, et on travaille avec beaucoup de gens, et on s'inspire aussi de beaucoup de gens. On n'est pas des développeurs agricoles du tout, mais par contre, on est ce qu'on appelle un tiers de confiance. On est quelqu'un qui essaye, ou en tout cas qui essaye de structurer ce qui peut se passer dans les filières au regard de certaines valeurs. Donc c'est de là que je vous parle ce soir, et ce que je vais faire là, c'est que je vais essayer, modestement, de vous donner une vision de l'agriculture que peut-être vous n'avez pas encore eue comme ça, et qui me semble être une bonne façon d'aborder le sujet pour, ne pas s'engueuler quand on en parle, et ça c'est quand même le fondamental, parce que c'est quand même l'activité principale des discussions sur l'agriculture, c'est de s'engueuler. Et donc on va parler du quoi, c'est-à-dire on va parler du fond, je vais parler du fond du sujet, et le comment, on en parlera peut-être après, et sûrement plus tard dans la soirée. Alors d'abord, je vais vous demander d'accepter le fait que la définition de l'agriculture puisse se faire en 2 mots. Tu as déjà essayé ça? Alors moi j'ai essayé, ça donne production de biomasse. Ça va? Parce que j'ai l'arbitre là. En un mot, tu peux dire photosynthèse. Ça vient après. Production de biomasse, c'est ça l'agriculture, biomasse végétale, animale, fongique, tout ce qu'on veut. L'agriculture consiste à produire de la biomasse. Et on peut même ajouter que ce n'est pas nous qui la produisons, parce que nous, les humains, on n'est pas capable de produire grand-chose. C'est le vivant qui produit de la biomasse. Donc nous, ce qu'on fait, les humains, et ça depuis peut-être 15 000 ans apparemment, c'est que nous infléchissons la production du vivant. Et ça, on sait très bien le faire, ça fait très longtemps qu'on le fait. Alors, bien, il faut voir, mais on le fait beaucoup. On infléchit énormément la production du vivant. Et donc aujourd'hui, on n'est pas content de notre agriculture, et on a raison par plein d'aspects, sauf que, bon, il ne faudrait pas oublier qu'elle nous a amenés jusque-là quand même, et donc il faut être reconnaissant. Comme disait Christian Singer, il faut se souvenir des chevaux écumants du passé, c'est-à-dire si on est là, c'est bien parce que ceux avant nous ont travaillé pour qu'on soit là. Mais c'est vrai qu'on n'est pas content de notre agriculture, et on a un peu raison, parce qu'il y a quelque chose qu'on peut constater de façon très claire, c'est que si on prend notre planète aujourd'hui et qu'on focalise notre regard sur les endroits où on a fait de l'agriculture depuis le plus longtemps, ils ont tous ces endroits-là un point commun, est-ce que vous le connaissez? Ce sont des déserts. Et quand Chateaubriand dit « les forêts précèdent les hommes et les déserts les suivent », ce n'est pas une image comme ça, c'est la réalité. C'est depuis le néolithique, nous faisons une agriculture qui, régulièrement, certes nous nourrit, mais produit du désert. Et il ne faudrait pas que ça continue, parce que, de fait, si on veut durer un peu sur la planète, il va bien falloir qu'on fasse en sorte que cette agriculture ne fasse plus de désert. Alors, si on dit que l'agriculture, c'est produire de la biomasse, donc il y a une agriculture, il n'y en a pas 10 000, pardon de vous contredire, mon cher. Les agricultures, c'est le comment. Mais le quoi, c'est une agriculture. C'est la seule interface active que nous ayons avec le vivant. Il n'y en a pas d'autre, le reste, c'est du prélèvement. Il faut comprendre ça. C'est la seule interface active des humains avec le vivant. C'est l'agriculture. Si on veut que cette agriculture soit bonne, et même, disons, allez, soyons fous, si on veut qu'elle soit idéale, qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle sache faire? Quelles seraient les missions que devrait remplir une agriculture si on veut la traiter ou la qualifier d'agriculture idéale? Et bien, grosso modo, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y en a pas tellement de ces missions-là. La nouvelle moins bonne, c'est qu'elles sont un peu balèzes, mais bon, on va voir ce que ça implique. Mais nous, on en voit 3, en gros. Donc, il y a une agriculture pour 3 missions principales. Et la première, que je vais citer, mais elles ne sont pas plus importantes les unes que les autres, c'est pas tellement celle qui vient à l'esprit tout de suite, dont on parlait tout à l'heure, la présidente, c'est pas tellement de nous nourrir, nous. La première, peut-être, c'est de se nourrir, elle, l'agriculture. C'est-à-dire de se débarrasser de sa dépendance à ce qui vient
de l'extérieur. En gros, on pourrait résumer ça entre fertilité et fertilisation. Pour ceux qui connaissent le sujet déjà bien mieux que moi. Mais c'est très important si on veut que cette agriculture soit vraiment bonne, c'est qu'elle tende vers l'autofertilité, ce qui est quelque chose qui ressemble un peu à la forêt, par exemple, en tant que système, j'entends bien. Et donc ça veut dire immédiatement que, et on va le voir après, une partie non négligeable de ce qu'elle produit comme biomasse, elle doit revenir dans le système pour le régénérer en permanence, parce que sinon ça ne marche pas. Sinon il faut aller chercher des choses d'ailleurs. Donc cette première mission, on voit qu'elle est importante parce que l'enjeu, effectivement, c'est de nourrir l'humanité, mais c'est de la nourrir longtemps. Et donc si on veut que l'espèce humaine dure sur la planète, eh bien, son agriculture doit durer aussi. Et pour ça, il faut qu'elle soit capable de se régénérer en permanence et donc de tendre vers cette auto-fertilité. Ça, c'est la première mission. La deuxième, c'est de nous nourrir, nous. Alors, nous, c'est qui? C'est les humains, évidemment, c'est les humains. Mais c'est pas que les humains. Aujourd'hui, il y a plus d'animaux domestiques sur le sol de la Terre que d'animaux sauvages. Pas dessous, hein. Dessous, il y a plus de l'air de terre que toute autre chose. Mais dessus, c'est comme ça. Donc, peut-être que là, on doit se poser la question du ratio, c'est-à-dire que, ok, nourrir l'humanité, de nourrir les hommes et leurs bêtes, mais combien de bêtes? C'est-à-dire combien de bêtes par homme? Pour répondre à ça, on peut faire appel à quelque chose qu'on voit émerger là, depuis quelques années, et qu'on appelle la notion d'équilibre agro-silvopastoral. C'est l'équilibre entre les plantes qui poussent, qu'on extrait, les arbres qui restent là, le silvo, et puis les animaux qu'on met dedans, mais qu'on met dedans dans le cadre d'un projet agricole. Pas spécifiquement pour bouffer du steak ou se faire des godasses en cuir, ou manger du chicken nuggets. C'est plutôt la part animale qui procède à un équilibre productif dynamique et puissant. Et là, on voit bien que ce n'est pas du tout la même chose. Et ça, on aura peut-être à y réfléchir beaucoup. La troisième mission qu'on pourrait demander à une agriculture, si on veut qu'elle soit vraiment considérée comme idéale, ben, c'est de nous faciliter la vie, c'est de nous faire pléthore de matériaux et énormément d'énergie, parce que ça nous aide à vivre, et que cette agriculture est capable de nous aider en consacrant là aussi une partie de la biomasse produite à ça. Donc, si on reprend le sujet, on a une obligation, entre guillemets, d'auto-fertilité, c'est-à-dire de réintégrer une partie de la biomasse produite dans le système, d'en utiliser une autre partie pour nous nourrir, nous et nos bêtes, et là se pose la question combien de bêtes, et puis une partie pour nous faire des matériaux et de l'énergie. Alors si on pense que c'est ça la bonne agriculture pour l'humanité, comment on peut viser ça? Parce que nous nous rendons vite compte que le besoin de biomasse pour remplir ces missions, il est largement supérieur à tout ce qu'elle a su produire jusqu'à maintenant. Et là aussi, on commence à avoir une idée des azimuts, une idée des buts à viser, des sujets sur lesquels il faut qu'on progresse. Il y en a en gros 5, qui sont de nature un peu différente. Ce qu'ils ont en commun, ces 5 azimuts, ces 5 buts, ces 5 objets, c'est que, comme c'est un sujet holistique et qu'on l'a coupé en 5 morceaux, parce que nous, les humains, on n'est pas capables de prendre les choses complexes d'un seul tenant, et donc il faut qu'on coupe les choses en petits morceaux préhensibles par l'un. Mais en fait, c'est un sujet qui est tellement global, qui sont tous interactifs et qui se croisent sans arrêt. Ces 5 points, je vais vous les dire dans un ordre qui est plus celui du bon sens pour moi, que hiérarchique, il n'y a pas de hiérarchie de priorité là-dedans. Le premier sujet, le premier objectif, le premier azimut qu'il faut qu'on vise dans notre agriculture, c'est celui du carbone, qui est un sujet relativement mal compris, mais surtout quand on entend qu'il y a trop de carbone, trop de CO2, non, il n'y en a pas trop, il n'y en a même pas assez. Il n'en faut plus, simplement, il n'est pas à sa place. C'est ça le problème, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que le carbone, c'est la vie. Toutes les structures vivantes sont faites de carbone. Vous connaissez les 4 lettres du vivant, le fameux chon, C-H-O-N, comme carbone, hydrogène, oxygène, azote. Le vivant, c'est ça.
et de vivant, c'est des structures carbonées. Et nous avons besoin d'une agriculture qui, par ses propres pratiques, capture dans l'atmosphère et stocke dans les sols un maximum de carbone. Et ça, c'est la photosynthèse qui le fait, la voilà qui arrive. Et on voit bien que si on pense à une agriculture qui sait faire ça en permanence, alors nos 135 jours de sol nu agricole en France en moyenne par an, on n'a pas les moyens. Il faudrait que tous nos centimètres carrés soient tout le temps en train de faire de la photosynthèse, et pas seulement en surface, mais aussi dessous, par les racines évidemment, et dessus à toutes les hauteurs possibles. Donc nous avons vraiment besoin d'une agriculture qui, par ses propres pratiques, capture dans l'atmosphère et stocke dans les sols un maximum de carbone. Le carbone, c'est, comme le dit Konrad Schroeder, le carburant de la fertilité. Voilà. C'est comme ça. Il faut le comprendre, c'est pas un ennemi, c'est pas quelque chose qui est dangereux, c'est juste la vie. Voilà, la vie c'est dangereux aussi. Deuxième sujet sur lequel il faut qu'on avance à toute vitesse et qu'on progresse et qu'on répare même beaucoup de choses, c'est celui de l'eau. Évidemment, on sait bien qu'il y a à peu près la même quantité d'eau sur la planète en permanence, mais que c'est la façon dont elle se répartit et l'usage qu'on en fait qui change tout. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une agriculture qui, par ses propres pratiques, produise des sols agricoles capables d'infiltrer, de filtrer et de stocker un maximum d'eau. Ce qui est à peu près l'inverse de ce qu'on voit à 80% du temps. Donc, l'eau, c'est le comburant de la fertilité, c'est le carbone et son carburant. Et ça implique aussi tout un tas de pratiques, on parlera du comment plus tard. Là, on parle du quoi. Premier sujet, le carbone. Deuxième sujet, l'eau. Troisième sujet, la biodiversité. Le démarrage de la biodiversité. C'est-à-dire, en fait, la vie des sols, la vie biologique des sols. La biodiversité des sols, c'est le moteur de la fertilité. Donc on a le carburant, on a le comburant et on a le moteur. Et le moteur, ça commence dans les sols. Si vous voulez voir de la biodiversité dans des oiseaux, des abeilles, des chauves-souris, eh bien, il faut des bactéries, des virus, des amibes, des insectes, des acariens, des vers de terre, hachis partout dans les sols. Si vous n'avez pas ça, vous n'aurez pas ça. Ce n'est pas la peine de ramener des camions entiers d'abeilles si votre écosystème n'est pas foutu de les nourrir. Nous avons besoin d'une agriculture qui, par ses propres pratiques, produise un maximum de biodiversité, à commencer par dans les sols eux-mêmes. Ces trois premiers points, Monsieur le ministre, ils ont quelque chose en commun. C'est que ce sont des biens communs. Et on voit bien que si ce sont des biens communs, ce sont aussi des valeurs produites par les agriculteurs quand ils les produisent. Le fait de stocker du carbone, de bien traiter l'eau et de produire de la biodiversité, ce sont des valeurs qui aujourd'hui, malheureusement, ne sont pas considérées comme telles et sont au mieux un peu rémunérées par de la financiarisation de carbone ou des mesurettes, mais en fait, ce qui est et ce qui serait se tirer une balle dans chaque pied, ça serait de considérer que le coût engendré par la production de ces valeurs fasse partie du coût de production du produit. Nous sommes obligés économiquement, dans les années qui viennent, de considérer la possibilité de décorréler complètement l'économie des valeurs dont je viens de parler avec l'économie du produit qu'elles ont contribué à fournir. Ça, je pense que c'est fondamental et ça sera ça, le changement de paradigme qui va permettre à l'agroécologie d'émerger. Nous avons besoin d'un travail collectif et intelligent et nous commençons à savoir mesurer les choses comme il faut. Mais nous avons besoin aujourd'hui d'un travail collectif et intelligent sur l'appréciation, la mesure et la valorisation des valeurs produites par une agriculture de ce type. Le quatrième point sur lequel il faut qu'on progresse aussi en connaissance et en action, c'est le contenu de ce que cette agriculture produit. C'est la valeur nutritionnelle de ce qu'elle produit, la qualité de ce qu'elle produit, qu'on commence à peine à savoir mesurer aujourd'hui. À peine. Mais on sait mesurer trois trucs, mais bon, voilà. Comme je disais tout à l'heure, ce que tu manges te constitue.
C'est pas de carburant dans un moteur pour le coup. C'est beaucoup plus que ça. Quand on mange un bon pain avec une bonne farine, la minéralité de cette bonne farine, elle va au cœur de nos cellules. Quand on mange un fromage au lait cru, la vie de ce fromage au lait cru, les champignons, les levures, les bactéries qui sont là, vont s'ajouter à notre microbiote, à nous. Quand je mange et quand je bois, c'est un peu du vivant du monde qui vient s'ajouter à mon petit vivant à moi. C'est pas seulement de l'essence dans le réservoir. Et donc, nous avons besoin d'une agriculture qui, par ses propres pratiques, produise une alimentation susceptible de nous constituer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vérifier qu'elle ne soit pas mascagnée après dans la chaîne de production et de transformation. Mais au départ et en bout de champ, nous avons besoin d'une agriculture qui produise une alimentation susceptible de nous constituer et qui la produise par ses propres pratiques, évidemment. Et le cinquième point que je mettrai un peu en clé de voûte des 4 autres, c'est ce que j'appelle le PIF. Le PIF, c'est quoi? C'est le bonheur intérieur brut à la ferme. Alors c'est une acception un peu étrange, mais on voit bien ce que ça veut dire. Si vous voulez que le matin, des centaines de milliers de personnes se lèvent tôt pour aller stocker du carbone dans les sols, filtrer de l'eau, produire de la biodiversité et une alimentation de qualité, eh bien, il y a intérêt à ce que ces gens soient contents de le faire. Parce que sinon, ça ne va pas durer longtemps. Et donc, qu'ils soient capables à la fois de se projeter dans le futur, de projeter la transmission de leur savoir-faire, de leur savoir, de leur économie, qu'ils soient capables qu'ils soient en tout cas regardés et considérés à l'aune des services qu'ils rendent. La vraie. C'est ça, le bonheur à la ferme. Je parle sous le regard de ceux qui sont vraiment au charbon. Mais chaque fois que j'en discute avec les agriculteurs, on voit bien que l'argent, c'est évidemment quelque chose. Le fait de ne pas être prisonnier d'un système, d'être capable de prendre ses décisions, d'être conscient de l'écosystème dans lequel on est. Il n'y a pas de recette en agriculture. On ne peut pas appliquer les choses, toutes choses étant égales par ailleurs, ça n'existe pas. Et donc, qu'est-ce que serait le bonheur à la ferme? Eh bien, ça serait cette capacité à prendre des décisions, à comprendre, à être conscient de ce qui se passe. Et ce n'est pas le plus répandu aujourd'hui, malheureusement. Donc, vous voyez, ce tableau que je vous fais, c'est évidemment pas une utopie, mais c'est une direction. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, nous semble essentiel d'être posé sur la table pour que tout le monde s'en empare. Vous ne m'avez pas entendu dire un seul gros mot. Je n'ai pas dit agriculture biologique, je n'ai pas dit HVE, je n'ai pas dit biodynamie, je n'ai pas dit conservation des sols, rien. J'ai juste parlé du fond. Qu'est-ce qu'est l'agriculture? Qu'est-ce qu'elle implique? Qu'est-ce qu'elle devrait être si on voulait qu'elle soit vraiment idéale et comment on peut tendre vers ça? Le comment, on en parle après. Mais si déjà tout le monde avait, enfin, le plus grand nombre, avait une conscience de ce que je viens de vous raconter là, et de ce qu'est, au fond, cette activité qui est très nouvelle dans notre espèce. Hein. Je rappelle qu'on a 250 000 ans, ça fait, paraît-il, à peine 15 000 ans qu'on produit au lieu de prélever. Donc c'est tout neuf. Et malgré tout, même si on a des trous dans la raquette, on voit bien que, même si c'est tout neuf dans notre histoire, on a déjà fait beaucoup de dégâts avec ça. Et on perd nos sols en permanence. On le voit bien, la couleur de nos rivières, quand il y a des orages, on voit bien ces incapacités à retenir l'eau. Ce manque de capacité de résilience aujourd'hui, et ce n'est pas une question de technique, de méthode, c'est évidemment une question de pratique, mais il ne s'agit pas de dresser les gens les uns contre les autres. Il s'agit, pour nous tous, d'avoir une compréhension profonde de ce qu'est l'agriculture en tant que notre rapport au vivant. Et de comprendre aussi que nous, les humains, nous ne sommes pas environnés. On n'a pas d'environnement. Nous sommes le vivant. On baigne dedans. On n'est pas environné. L'environnement, c'est un mot pré-galiléen. C'est un mot de avant Galilée. C'est quand on pensait que la Terre était au milieu et puis que tout le reste était autour. Voilà. Eh bien non, c'est pas ça. On est dedans. Et on est acteur. Et on est responsable.
Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça que tout le monde devrait avoir au moins en tête quand il pense, quand il parle à un agriculteur. Donc c'est ça que je voulais poser sur la table et qui, j'espère, va servir de tremplin à notre discussion d'après. Mais vous voyez, après 45 ans de cuisine et une dizaine d'années d'activisme et de chroniques et de tours et de rencontres, etc., partout dans le monde où je suis allé, où j'ai parlé avec des agriculteurs, partout ils avaient les mêmes familles de problèmes, des fois depuis plus longtemps que d'autres. Quelques-uns en ont réglé, quelques-uns et pas d'autres, mais en tout cas, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que, évidemment, l'énergie c'est très important, l'industrie c'est très important, le commerce c'est très important, les problèmes sociétaux c'est très important. Si on veut durer sur cette planète, nous les humains, vraiment, et si on veut durer dans de bonnes conditions, le sujet, c'est l'agriculture. Je vous remercie. Alors c'est peut-être parce que je suis à ce poste et que j'ai l'impression que du coup c'est plus utile, mais j'ai l'impression que le sujet agricole remonte à la surface des préoccupations, des enjeux, comme jamais il est remonté. Sans doute parce qu'on avait un peu le sentiment que c'était un sujet derrière nous. Je dis souvent que j'ai des souvenirs qu'à l'école, on nous expliquait qu'il y avait les activités primaires, les activités secondaires, les activités tertiaires. Au fond, les activités primaires devenaient de plus en plus secondaires, et que c'était derrière nous et que le sujet était réglé, que nous avions dominé, maîtrisé, anthropisé, et que c'était plus un sujet que donc que l'économie secondaire était aussi d'ailleurs dans le même registre, et que nous avions vécu dans l'époque insouciante de l'économie tertiaire. Il y a deux mouvements pour moi qui viennent perturber ça, au-delà de la crise ukrainienne qui vient de mettre en valeur. Le mouvement démographique, quand même. Parce que cette question est plus que jamais devant nous. Et puis il y a un deuxième mouvement qui est le mouvement du dérèglement climatique, un mouvement qu'on a produit nous-mêmes d'ailleurs. Parce que du coup, ça remet l'agriculture en son centre, au sens qu'elle est à la fois parfois le problème, et dans bien des cas, vous l'avez dit d'ailleurs, la solution. Donc c'est la première chose que je voulais dire, et puis la deuxième chose que je voulais dire pour être rapide et répondre à la sollicitation d'Emmanuel Brochard, je trouve que la question, vous avez tout à fait raison, la question du sol et de la terre est un sujet qui alors, pas dans un certain nombre, pas pour un certain nombre de gens qui sont dans cette salle. Le sujet de la terre, c'était trop éloigné des préoccupations agricoles. Ce n'est pas le moindre des paradoxes. On était sur le dessus, c'est juste produire de la biomasse sans se poser des questions des conditions de la production de biomasse. Donc, voilà, c'était juste les deux réactions que je voulais faire, mais en étant heureux de partager le point, c'était déjà un bon début. Madame l'héritier, avez-vous une... Moi, je vais avoir une position plus d'élu local, où on n'a pas forcément cette vision de spécialistes. Les élus ont de multiples domaines d'intervention. Et du coup, je ne vais pas du tout dans un discours de spécialiste, mais de dire qu'effectivement, et ça vient d'être dit aussi, le contexte que l'on vit aujourd'hui, avec l'évolution de notre environnement, l'évolution climatique, effectivement, redonne une importance capitale à l'agriculture. Et puis, on a un autre sujet, nous, les élus aujourd'hui, dans l'organisation de l'implantation de nos cités, c'est d'être dans l'obligation d'être vigilant, ne pas empiéter sur les terrains agricoles, dans la production de logements, dans l'implantation des industries. Alors c'est un sujet qui est complexe à prendre en compte par les élus, puisque cette économie des sols que l'on doit faire au bénéfice de l'agriculture, au bénéfice aussi de la non-artificialisation des sols,
C'est vrai que ça oblige à être très imaginatif sur l'organisation de la cité en général. Ça oblige aussi à inventer des outils qu'on n'a pas forcément toujours aujourd'hui à notre disposition pour faire en sorte qu'on concentre les habitations, par exemple, dans les centres des villages. Aujourd'hui, Christophe, c'est bien ce sujet qui me préoccupe. Quand on dit on va densifier les centres-bourgs, effectivement, pour éviter d'empiéter sur les terrains d'école, on n'ajuste pas toujours les outils qu'il faut, outils juridiques, parce que quand on a dans les centres de nos villages des habitations qui ne sont pas occupées, qui sont désertées et qui ne tombent pas en ruine, quand elles tombent en ruine, déjà on a un moyen d'action, mais pas quand elles ne tombent pas en ruine. Comment est-ce qu'on fait pour densifier? Parce que aussi notre mission d'élu, c'est de permettre qu'il y ait des entreprises qui s'implantent sur nos territoires parce qu'elles sont pourvoyeuses d'emploi, et puis de permettre aussi que nos concitoyens puissent se loger. Et tout ça, effectivement, ça empiète sur... il faut du foncier pour ça. Et aujourd'hui, l'exercice auquel on se livre tous dans l'élaboration de nos plans d'urbanisme, c'est de dire, faisons en sorte de consommer le moins possible, de toute façon le législateur nous y oblige, mais c'est un exercice qui n'est pas facile. Donc voilà un petit peu moi, comment je vois les choses, et puis on a un autre aspect aussi qui est une de mes préoccupations d'élu, c'est agriculture et alimentation, évidemment, puisque on a tous cette volonté, puisqu'on est responsable de la restauration scolaire, par exemple, de faire en sorte que nos enfants puissent accéder à la meilleure alimentation possible. Donc, on dirait peut-être tout à l'heure comment on s'y prend, mais voilà les préoccupations qui sont en tout cas les miennes en tant qu'élu local. Monsieur Duruel. Moi, je suis ravi de l'intervention de M. Daguin parce qu'elle nous oblige à réfléchir. Et quand on fait de la politique, même si on est dans l'action, réfléchir, c'est quand même quelque chose qui est toujours nécessaire. Et j'aurais envie de synthétiser votre propos, M. Daguin, en disant, alors évidemment, ça m'aide dans mon propos, mais l'agriculture est un récit. J'ai insisté tout à l'heure sur la nécessité de porter un récit pour que l'acceptabilité sociale des mutations voit le jour. Et dans tout ce que vous avez expliqué, voilà, c'est cette idée que l'agriculture est un récit, alors depuis quoi, 12 000 ans, on va dire, à peu près, quelque chose comme ça, hein, à vue de nez. Et quand je réfléchis, moi, donc, à l'amont, donc aux 12 000 ans, j'ai aussi en tête le livre, enfin les ouvrages, mais un ouvrage en particulier d'un anthropologue américain qui est professeur à Yale, James Cone. Alors ses thèses sont quelquefois controversées, mais en gros, il continue lui de dire, mais bien sûr l'agriculture c'est important, ça a permis de nourrir, ça a permis d'accompagner la démographie, mais il ne faut pas rejeter non plus les chasseurs-cueilleurs, parce qu'ils ont aussi participé d'un modèle économique, et puis il développe toute une thèse en disant finalement les premiers États et la fiscalité sont nés avec l'agriculture parce qu'on pouvait stocker et donc imposer. Alors je raconte ça parce que cette idée de récit, de repositionner l'agriculture dans l'évolution de la société, elle est très importante. Mais je vais quitter les moins 12 000 avant notre ère pour arriver à maintenant. Parce que, comme le dit Catherine, dans notre responsabilité d'élus, on doit accompagner ces mutations, on doit les accompagner. Alors, l'obsession des élus aujourd'hui, c'est le foncier, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est accompagner les agriculteurs, et tous les agriculteurs, évidemment, et c'est produire du récit. Et je vais insister là-dessus. Je crois que notre responsabilité, c'est de porter le débat public, et porter le débat public, ça passe tout simplement, je l'ai évoqué aussi tout à l'heure, par l'organisation de comices, où on fait des débats, où on permet, j'allais dire, à une population urbaine de se réapproprier les enjeux de l'agriculture. C'est aussi organiser tout simplement cette biennale qui permet de dialoguer, qui permet de se poser des questions. Et puis, à l'échelle de notre territoire, alors au-delà du périmètre de l'agglomération, puisque c'est ce qu'on appelle le pays des châteaux, c'est-à-dire l'agglomération de Blois plus deux autres communautés de communes, on a mis en place un projet alimentaire territorial. Je crois qu'on va parler de ce genre de dynamique, et au sein de ce projet alimentaire territorial, il y a un conseil local de l'alimentation qui permet de s'adresser à tous, producteurs, élus, consommateurs, étudiants, pour s'interroger effectivement sur la place de l'alimentation, sur quel type d'alimentation on veut, les circuits courts, le bio, comment organiser la question aussi de la restauration scolaire, parce qu'on ne pourra pas
avancer, je crois que c'est le propos de Marc Fesneau, c'est voilà, on ne pourra pas avancer si on ne fait pas de l'agriculture un récit. Mais si on prend le mot récit, allons un peu plus loin. Le territoire sur lequel on habite est un territoire qui a été façonné par les siècles, par les eaux, et qui est devenu ce qu'il est devenu. Chaque territoire est un peu spécifique. Et on a eu l'impression que cette période actuelle a fait que finalement, et merci aussi à la Biennale d'avoir remis ça en place, le sol, c'est pas la terre. Le sol, c'est pas simplement la surface qu'on rend disponible pour n'importe quoi, qui pourrait être aussi bien une zone d'activité, un parking, une autoroute, une route, sans s'occuper de ce qu'il y a en dessous. Est-ce que le récit ne passe pas d'abord par retricoter le fait que la société, qui habite les habitants du territoire, se rende compte que finalement le territoire est un peu unique et que si on ne prend pas, on ne respecte pas ce territoire, et donc quelque part l'agriculteur, on ne pourra pas avancer dans cette histoire de transition. Est-ce que c'est pas là qu'on peut trouver demain les éléments de constitutifs du récit et les éléments également qui vont nous permettre d'affronter l'avenir? Arnaud Daguin. Je suis persuadé. J'ai l'habitude de dire avec pas mal de mes amis agriculteurs qu'on pensait avoir principalement des problèmes culturaux, et on s'aperçoit qu'on a principalement des problèmes culturels. C'est pour ça que j'essaye le plus possible de transmettre une vision assez claire du quoi, pour que justement ceux qui sont en charge du comment, vous, par exemple, je vous le laisse, soient capables de prendre ce quoi dans la compréhension générale de tout le monde. Et arrêter de s'engueuler sur des comment, mais plutôt viser le quoi. Et cette culture-là, on l'a perdue, entre guillemets, au fur et à mesure qu'on est devenu urbain, en majeure partie, et que donc on s'est déconnecté, en gros, du vivant d'abord, et puis des détails du vivant, donc des détails alimentaires en particulier. Est-ce que, excusez-moi, on est urbain ou on est hors sol? On est un peu les deux, hein. Maintenant être urbain, c'est forcément être un peu hors sol, et puis ça va, enfin, c'est pas censé s'arranger, vu les offres qu'on nous fait culturellement, on voudrait nous faire vivre dans des métavers, enfin, des trucs un peu virtuels comme ça, alors qu'en fait nous sommes des vivants. Donc j'ai un peu de mal avec cette projection un peu transhumaniste comme ça, où on veut envoyer l'être humain par l'image de son esprit, alors que sa carcasse obèse reste avachie dans un canapé. J'arrive pas. Je pense qu'on n'est pas fait pour ça. Voilà. Cette reconnexion au vivant, et c'est pour ça que tous les mots ont un sens dans le nom un peu compliqué de notre association, qui s'appelle Pour une agriculture du vivant. Donc pour, c'est parce que c'est un mouvement. Une, c'est parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une agriculture, il n'y en a pas 3000. Et du vivant, comme son nom l'indique, ça fait déjà trop longtemps qu'on se bat contre le vivant pour obtenir notre pitance. Et on voit bien que la quantité de biomasse, on va dire de matière sèche, qu'on tire d'un hectare aujourd'hui en moyenne, elle est pathétique en quantité par rapport au moindre fossé de route ou à la moindre forêt. Donc on voit bien qu'on est très très loin de la prodigalité potentielle du vivant dans notre production. Ce récit que vous voulez que nous fassions, il faut que ce soit aussi un récit, non pas de science-fiction, mais d'anticipation. Et quand on parle de l'urbanisation et du fait de loger les gens, eh bien, il serait souhaitable que nous commencions à changer de vision sur ce qu'est l'habitat, justement, au regard du vivant. Et notre rapport avec le vivant doit changer impérativement. C'est obligatoire, et on doit vraiment plus l'insérer dans nos vies à tous. Et le fait de concentrer des endroits où il n'y a quasiment pas de vivant à part l'humain et 3 bestioles d'agrément, et du béton, ça, je pense qu'on n'a plus les moyens de se le payer. Ça doit sortir un peu du récit maintenant. M.
Monsieur le ministre, est-ce que ce récit, il faut le construire? C'est les agriculteurs qui doivent le construire ou c'est la société qui doit dialoguer avec les agriculteurs? Comment peut-on faire? D'abord, les agriculteurs font partie de la société. Donc, si on commence à dire il y a deux sociétés, on va avoir assez vite un problème. C'est d'ailleurs ce qui s'est un peu construit, en réalité. Parce que la société agricole, comme on l'a appelée rurale, était majoritaire, ne l'est plus. Et donc si on commence à dire qu'il y a deux sociétés, la société, c'est... Et au contraire, je pense qu'il faut remettre le monde agricole dans la société. On a presque... Je voulais rajouter, mais ça va revenir à répondre à la question, c'est une affaire de récit. Finalement, on a trois artificialisations qui sont produites. D'abord, l'artificialisation des sols, ça a été évoqué par Catherine Héritier. Alors, c'est pas une chronologie qu'on a fait. De petit à petit, l'agriculture, y compris sur les sols, s'est artificialisée, y compris quand elle travaillait sur les sols. C'est-à-dire qu'elle a essayé de s'abstraire de ce qui est le fondement, et ce que vous avez très bien décrit, de son rapport au sol, la capacité qu'a lui-même le sol, si on traite bien, de produire. Je rencontrais quelqu'un sur une initiative que vous devez connaître, M. 4 pour 1000. C'est très intéressant de voir que la forêt, en matière organique, c'est ce qu'il y a de mieux. Quand on a commencé à déboiser, on a dégradé, d'où la nécessité de réintégrer l'arbre. Donc, deuxième artificialisation, c'est celle-là. La troisième artificialisation, c'est une forme de déterritorialisation, c'est ce que vous avez décrit, c'est-à-dire, ce sur quoi vous avez rebondi par rapport à ce que disait Emmanuel Rochard, c'est globalement une population qui est urbaine. Est-ce qu'elle est hors sol? J'en sais rien, parce que j'ai toujours du mal à opposer. Même dans le rural, on est hors sol un peu, la vérité. Ne croyons pas que ce ne soit qu'un problème de monde urbain, parce que ça serait pour moi un peu une facilité. Et donc c'est le récit qu'on doit construire avec la société, dans la société, avec les agriculteurs au milieu de ça, il doit partir de ces constats-là. Deuxième élément, ce que vous appelez le vice, je ne connaissais pas l'expression, c'est assez séduisant. Il faut qu'on dise que le moment qu'on vit d'agriculture est plutôt, alors c'est le point culminant ou l'aboutissement d'un long processus des 10 ou 12 000 années de vie des agriculteurs, mais c'est pas un moment long dans l'histoire de l'humanité, ce qu'on fait en ce moment en agriculture. Et donc il y a un moment de réassurance vis-à-vis du monde agricole qui est de dire que nous soyons appelés à changer, que les pratiques soient, le changement des pratiques soit nécessaire. C'est pas un choc historique ou préhistorique, si je veux dire. C'est quelque chose qui a, avant qu'on soit dans cette phase-là agricole, existé. C'est d'ailleurs la même chose, je le dis, sur la question de l'urbanisation, parce que on parle comme si avant il n'y avait pas eu le modèle d'urbanisation qu'on a construit, il a 60 ans. À l'essence, si on est un peu... Alors c'est vrai qu'il y a eu puissamment des mouvements d'exode vers le monde urbain, mais moi je regarde ma commune, quand elle avait 300 ans, Archenois, un peu au nord ici, c'était très dense. Hein. On a l'air de redécouvrir la densification comme si c'était un mouvement qui n'avait jamais existé. C'est pour ça que je fais parler avec l'agriculture. On était capable de construire très dense. Sauf qu'on a parfois été dans la facilité, et on manque de deux choses, de l'ingénierie, et je veux dire, on manque surtout d'imagination. Et on manque de gens qui pensent la ville et le village de demain. C'est-à-dire qu'on pense que ce qu'on a là sous les yeux, c'est ce qu'on avait toujours fait des temps immémoriaux. Mais le modèle d'urbanisation qu'on a aujourd'hui, c'est pas du tout immémorial. Hein. Et de même, c'est pour ça que je fais parler avec l'agriculture, dans le récit qu'on doit construire. Et le récit qu'on doit construire, ça ne doit pas être non plus l'idée que c'est un retour en arrière. Parce qu'en fait, d'ailleurs, vous ne l'avez pas fait du tout. Parce que si c'est vécu comme un retour en arrière, évidemment, les forces de rappel seront dures et la capacité d'entraînement sera dure. Donc on a plutôt... C'est plutôt un haut degré de conscience. D'ailleurs, c'est ce que vous avez dit, d'une certaine façon. C'est quoi la prise de conscience et le degré de conscience qu'on construit collectivement pour dire voilà les étapes de l'humanité, voilà les étapes agricoles de l'humanité, et voilà ce vers quoi on va aller, qui n'est pas un retour en arrière, mais qui n'est pas un statu quo. Ça, c'est un bout. Alors après, à l'intérieur du comment, moi je pense que la question des sols est absolument essentielle, et c'est la question qui est la moins appropriée ou réappropriée aujourd'hui, vraiment. Alors il y a pourtant beaucoup de documentation, il y a de la recherche, il faut sans doute la renforcer encore, c'est un élément important. Puis il y a un deuxième sujet qui est un sujet... Alors j'aurais pour le coup pas tout à fait... Oui, il y a aussi des pionniers, oui, c'est pour ça que je dis ça. C'est toujours le problème des pionniers. C'est d'être pionnier. Et après, le problème, c'est la massification. C'est quoi le problème du pionnier, c'est qu'il arrive à convaincre les autres. C'est peut-être pas son
Le boulot du pionnier, c'est de faire ce qu'il pense devoir faire. Voilà. Et son retour d'expérience doit servir au plus grand nombre. Et là, c'est là qu'on intervient dans des associations comme la nôtre, c'est-à-dire de faire en sorte que ce boulot n'est pas, vous savez, c'est l'état d'esprit des premiers hackers d'Internet, mais les tout premiers à l'origine, qui n'étaient pas des êtres malfaisants, mais qui avaient juste dans l'idée que sur Terre, une fois qu'une tâche était accomplie, on ne devrait pas avoir à la réaccomplir une deuxième fois. Et que tout le monde devait être au courant de la façon de le faire. Donc, de fait, aujourd'hui, la plus grande partie de l'activité de l'association que j'ai cofondée, c'est de rendre ça possible. C'est justement que ce travail des pionniers serve à tous, mais surtout en évitant le travers dans lequel on tombe en permanence, ce fameux travers du « toute chose étant égale par ailleurs », c'est-à-dire l'application de la recette miracle, ou de la potion magique, ou de l'homme providentiel chaque fois. Il faut qu'on ne tombe pas là-dedans. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une conscience claire de tous les acteurs, qui soient en amont ou en aval de l'agriculture, sur ce qu'elle est au fond, et sur le fait que c'est jamais pareil. Et que c'est ça, une façon d'être vivant. C'est l'agriculture du vivant, c'est l'agriculture qui assume que c'est jamais pareil. Voilà. Et qu'on fait avec, on est dedans. On ne fait pas contre, on ne peut pas tout régir, on ne peut pas tout maîtriser forcément. Enfin, voilà. Je pense que c'est ça aussi, en tant que récit, c'est culturellement laisser un peu de côté notre hubris ancestrale, ce désir de domination. Je disais tout à l'heure avec monsieur que on veut toujours lire, décrypter, comprendre de façon scientifique le vivant, et c'est très louable de notre part. Mais on oublie une chose, c'est que nous en sommes. Et comment voulez-vous lire un livre dont vous-même vous êtes une des lettres? Ça ne marche pas comme ça. Il y a une autre dimension. Et cette dimension d'être au vivant, il faut lire Baptiste Morisot, par exemple, Bruno Latour, qui nous a quittés récemment, qui était quelqu'un aussi qui avait cette conscience-là, qui essayait de la faire passer à tout le monde. Et aujourd'hui, Baptiste Morisot, je vous conseille absolument son bouquin qui s'appelle Manière d'être vivant. Si vous ne l'avez pas lu, je vous assure, ça vaut le coup. Et ça ne parle pas d'agriculture du tout, ça parle des loups. mais je pense qu'on a un saut à faire, qui est un saut philosophique, métaphysique, et c'est à partir de là qu'on pourra et tous participer, ne serait-ce que par notre consommation et notre façon d'utiliser ce qui va sortir de l'agriculture, de changer les rapports qu'on a aujourd'hui à la facilité avec laquelle on peut bouffer un morceau d'un animal, par exemple, ce qui est complètement fou, quoi. Dire, tiens, on va se taper un rognon de veau, c'est une facilité incroyable, mais je rappelle que le veau, ça a de rognon. Donc il en faut, hein, du veau pour que tout le monde bouffe un rognon. Donc cette valeur-là, qui est ici, alors on parle d'animal, mais on peut parler de bien d'autres choses, la valeur de ce que produit l'agriculture, elle est dans le produit lui-même de l'agriculture, certes, mais elle est aussi, et c'est ça, je pense, sur le chantier sur lequel, dans le comment, il va falloir qu'on se mette vraiment tous au boulot comme il faut. La valeur de l'agriculture, elle est dans sa capacité à s'auto-régénérer en permanence et à nous rendre les services dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est ça qu'il faut commencer à réfléchir. S'il doit y avoir une PAC vraie, intelligente, c'est là-dessus qu'elle doit porter, à mon sens. Parce que, imaginez bien que quelqu'un qui est en charge d'un petit coin de planète, et qui, avec ce coin de planète, va nourrir des humains, eh bien, c'est pas du tout le même rapport au monde qu'il a s'il le fait en détruisant à terme son biotope, ou s'il le fait en enrichissant et en régénérant en permanence tout son écosystème. Voilà. Ça, je crois, si ça c'est pas compris, on aura beaucoup de mal. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie, parce que les jeunes avec qui on travaille, là, tous ces gamins d'AgroParisTech, et puis les nouvelles générations qui arrivent, même si il n'y en a pas assez dans les fermes,
ils sont quand même extrêmement conscients de ça. Je pense que maintenant, ça y est, quoi, le sujet il est sur la table, et c'est la façon dont on va se l'approprier qui va compter. Et je me retourner vers Mme L'Héritier et M. Desruelles, qui sont élus, qui sont confrontés tous les jours aux interrogations de la population, qui doivent mettre en place des dispositifs comme le PAT, comme comment restaurer la cantine. Bon, sur quoi agir? Quelle est l'action qui va permettre de restructurer ce récit avec la population? Est-ce que c'est l'alimentation? Est-ce que c'est l'eau? Est-ce que c'est le climat? Est-ce que c'est le fait que le sol est un bien commun et qu'on habite ce territoire? Comment on fait? Comment on peut à un moment donné aller au-delà des dispositifs à mettre en place pour pouvoir faire en sorte que la population adhère? Ça, c'est un exercice qui est de longue haleine, je pense, l'adhésion de la population à la nécessaire évolution des approches. Je voudrais rebondir sur ce que disait tout à l'heure Marc Fesneau, on n'a pas assez d'ingénierie sur les territoires. Et là, du coup, je voudrais un petit peu faire un retour sur le CAE dans notre département, qui est un CAE, je serais tenté de dire, très actif et très, très reconnu par les collectivités. Je pense que d'une manière générale, il faut toujours avoir recours effectivement à ce soutien pour que lorsqu'on fait des projets à l'échelon, je vais parler des communes, on ait une vision beaucoup plus globale que la plupart du temps le projet qu'on avait conçu initialement, c'est-à-dire intégrer beaucoup de paramètres. Après, nous, comment on peut faire évoluer un petit peu les approches à notre niveau? C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de la restauration scolaire. Bon, on a des choix que l'on peut faire sur la restauration scolaire. On peut choisir d'avoir son cuisinier ou sa cantinière selon la dimension de la commune, ou bien d'avoir recours à une société. Alors c'est vrai que c'est pas le plus simple d'avoir recours à un cuisinier ou une cantinière, parce que d'abord il faut assurer la continuité. Quand on est une petite commune, ben voilà, lorsque la personne est absente ou malade, ça devient assez compliqué. Mais c'est des choix qu'on peut faire, et ces choix-là, du coup, peuvent nous conduire aussi à, insuffler aux enfants qui fréquentent nos restaurations scolaires le goût de la bonne alimentation, puisqu'on a la chance, alors même si j'ai bien entendu ce que disait Marc, c'est que on n'a pas forcément bien la conscience de l'agriculture, même quand on habite dans des villages, mais dans notre département, il y a quand même plus de gens qui habitent dans des villages que des gens qui habitent dans des grosses métropoles. Ça veut dire que nous, les élus, on peut avoir recours à la production locale. Et c'est ce que l'on promeut dans notre département, puisqu'on a une plateforme qui est la plateforme AgriLocal, qui met en relation les agriculteurs et d'éventuels acheteurs. Et puis on a mis en place à l'échelon du département une légumerie, puisqu'en fait, une cantine scolaire, ce qui est difficile quand on veut acheter localement auprès des agriculteurs en direct, c'est comment on conditionne les produits. Puisqu'à un moment donné, voilà, il faut quand même arriver à les servir aux enfants. Voilà. Et du coup, on a créé dans ce département une légumerie qui fait qu'on achète les produits aux agriculteurs locaux, et cette légumerie, les épluche, les conditionne, et ils sont réutilisés. Alors c'est principalement par les collèges. Et en tout cas, là, le bilan qu'on en fait, c'est qu'il y a un franc succès de ce dispositif. Donc, alors, c'est petit comme évolution, mais ce sont des évolutions que nous, élus, nous pouvons promouvoir. Comment? Non, voilà. Mais je veux dire, c'est très concret, c'est très pragmatique. Mais c'est aussi notre rôle à nous, c'est ça qu'on peut apporter aussi dans les évolutions. Parce que tous ces enfants qui vont avoir eu une alimentation de qualité seront peut-être plus tentés de reproduire ce système plutôt que d'avoir recours à un système différent. Donc voilà, c'est un peu un témoignage de ce qu'on peut apporter très très concrètement en tant qu'élu de proximité et élu local, mais je pense que c'est pas neutre, et c'est aussi repositionner notre agriculture aussi à une place qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Je continue.
Alors, je suis d'accord avec ce que vient de dire Catherine Galliquet, donc je vais essayer de ne pas me répéter, mais de dire que sur la question de l'alimentation, hein, il y a une clé d'entrée extraordinaire pour toucher les familles, les enfants, pour poser le débat de l'agriculture. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Et c'est vrai que quand nous avons été retenus d'abord par le ministère de l'Agriculture pour être labellisé projet alimentaire territorial, ou un petit peu plus tard par la Fondation Carasso pour faire vivre notre projet alimentaire territorial avec ce fameux conseil local de l'alimentation, on avait le sentiment qu'on allait dans la bonne direction. Mais je voudrais insister sur deux sujets qu'on a juste effleurés. Alors là, on bascule dans le comment, hein, Monsieur Daguin. Voilà, le récit, on l'a abordé. Moi, j'ai tendance à dire que le récit, c'est plutôt le pourquoi, le quoi, mais c'est pareil, je crois qu'on dit la même chose, c'est le diagnostic, c'est l'histoire, c'est le récit. Mais à un moment donné, on est confronté, que ce soit élus locaux, ministres, à des actions concrètes, quoi, parce que les habitants qui nous ont fait confiance, ils nous demandent aussi à juste titre des comptes. Et il me semble que les deux sujets majeurs pour avancer, c'est la question du foncier, d'abord. Alors, je cite souvent Edgar Pisani, qui a été un extraordinaire ministre et de l'agriculture et de l'équipement du général de Gaulle, puis un haut-commissaire en Calédonie de François Mitterrand. Edgar Pisani, il a écrit un bouquin, je le cite à chaque fois parce que je pense qu'il est incontournable, ça s'appelle « L'utopie foncière ». Et Pisani, dans son introduction, il dit « J'ai longtemps cru que la question foncière était une question technique, juridique, administrative. Non, je me suis trompé, c'est la question politique par excellence. » Et en ce moment, les élus locaux, on est confrontés à ce qu'on appelle la mise en place de la loi climat et résilience, avec une articulation en matière de planification urbaine et d'aménagement du territoire qui soulève de vrais enjeux. Et notamment avec ce zéro artificialisation nette pour 2050. Pas se faire peur, c'est 2050, mais avec des diminutions de la consommation foncière par tranche de 10 ans, de 50% par tranche de 10 ans, pour préserver les terres agricoles et naturelles, mais ça pose aussi des questions, j'allais dire, pour les infrastructures, pour le développement économique, pour le développement industriel. Et cette question de la gestion du foncier aujourd'hui, pour les élus, c'est un enjeu majeur et qui doit nous permettre de préserver les terres agricoles et puis la biodiversité. Et quelquefois, c'est très compliqué. Alors, je vais prendre un exemple blésois. On a des zones d'activité économique plutôt au nord de l'agglomération qui marchent bien sur la chaussée Saint-Victor et Saint-Denis. On a besoin de produire du foncier économique, mais le foncier économique, en prolongement de ces zones d'activité, à proximité de l'autoroute, il aura lieu sur des terres agricoles. Donc, il y a les stratégies de compensation, bien sûr, mais ça pose des problèmes. Et quelquefois, on a aussi une opposition entre des terres agricoles de bonne qualité qu'on va devoir peut-être sacrifier, mais en même temps, il y a de la biodiversité à côté, et puis un petit peu plus loin, il y a de la biodiversité très riche, mais des terres agricoles qui le sont moins. Donc, quelquefois, on est tout simplement confronté à des arbitrages délicats pour dire, bon, voilà, on a besoin de produire du foncier économique de manière plus dense pour limiter cette consommation, mais qu'est-ce qu'on va sacrifier? Et j'emploie exprès l'expression pour ne pas tourner autour du pot, plutôt la biodiversité ou plutôt des terres agricoles très riches. C'est aussi des problèmes concrets auxquels on est confronté et quelquefois on prend des décisions qui ne sont pas de gaieté de cœur. Donc le débat du foncier, il est fondamental, structurant. Et puis le deuxième débat, on ne l'a pas encore abordé, c'est aussi tout simplement le débat du modèle économique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut bien que les agriculteurs, il y en a dans la salle, ils vivent de leur travail et qu'ils en vivent décemment. Donc ce modèle économique, alors il peut être différent, évidemment, il faut le réinventer, on n'est pas obligé d'être dans la course au profit, mais il faut tout simplement pouvoir en vivre, faire vivre sa famille. Moi, je ne suis pas originaire du Loir-et-Cher, je viens du Limousin. Et le Limousin, la Haute-Vienne en l'occurrence, c'était une terre, c'est toujours d'ailleurs une terre agricole, mais avec un modèle économique radicalement différent de ce que l'on peut vivre évidemment dans le Loir-et-Cher et puis sur la côté Beauce ou même viticulture. Moi je me souviens très bien que à l'échelle, alors plutôt des arrière-grands-parents, c'était des paysans libres parce qu'il y avait très peu de métayage, mais ils tiraient la langue pour sortir, j'allais dire, un niveau de vie décent dans les exploitations agricoles, qui étaient des toutes petites exploitations agricoles. Quand il y avait 4 vaches, c'était le maximum, et puis on vivait en autosuffisance. Et de manière un peu
provocatrice. Je dirais, hier, on a eu une intervention très intéressante où une architecte spécialiste de l'architecture en terre nous disait il faut inventer une frugalité heureuse. C'était un très beau terme, mais moi, à l'échelle de mes arrière-grands-parents, c'était plutôt une frugalité frugale, hein, si je peux employer cette expression. Et la question donc, du modèle économique pour les agriculteurs, il ne faut pas avoir peur de la poser, ça c'est, j'allais dire, le travail évidemment du ministre de l'Agriculture, mais on y est confronté aussi parce qu'on met à disposition du foncier agricole, notamment sur l'agglomération de Blois, plutôt pour réintroduire du maraîchage et du pâturage. Eh bien, les jeunes qui se lancent sur le pâturage ou le maraîchage, le modèle économique, parfois c'est un peu difficile. On était avec Marc Fesneau il y a un mois à la rentrée du lycée agricole de Blois. On a eu des témoignages de jeunes maraîchers. C'est difficile pour eux. Nous, l'agglomération, on met aussi des terrains à disposition le long du Val-de-Loire pour réintroduire du pâturage ovin. Et bien, quelquefois, c'est pas facile. Et donc, il faut qu'on soit, j'allais dire, à la fois dans l'idéal de réintroduire une agriculture respectueuse, une agroécologie, une agroécologie, voilà. Mais il faut aussi qu'on dise, derrière, s'il n'y a pas de modèle économique, il ne se passe rien au bout d'un moment. Et c'est une vraie question, parce que, là je me retourne vers Monsieur le Ministre, on a une agriculture qui a de moins en moins d'agriculteurs. C'est difficile de partager des valeurs avec quelqu'un qu'on ne voit pas, qui n'existe pas. Quelque part, comment fait-on pour faire en sorte que demain il y ait plus de paysans? Oui, c'est vif. Oui, mais ça, c'est pas un mouvement qui est très récent, parce que finalement, on a fait un choix, y compris pour aller peupler les villes, pour répondre aux besoins et à l'appel en main-d'œuvre de l'industrie, quand même. Il y a eu un mouvement, pas qu'implicite, un mouvement explicite, qui était celui de l'appel des paysans vers les villes, si je peux dire, des forces de travail paysannes vers les villes. Comment on fait? Alors, on va travailler, j'ai pas du tout envie de parler de ce que je vais faire dans mon ministère, c'est pas ça qui est intéressant, mais on va travailler sur une loi d'orientation et d'avenir, je vais vous dire comment moi je pense qu'il faut qu'on l'aborde. Dans 10 ans, 200 000 agriculteurs vont être en situation de pouvoir partir à la retraite. 200 000, c'est la moitié du peuple paysan, si vous permettez cette expression. Théorique, c'est encore qu'il faudrait regarder dans le détail. C'est à la fois un grand danger, parce que ça peut être 200 000 à la fin, qui reste, et c'est une grande chance, parce que si on le fait, on essaie de le faire, y compris en posant d'abord la question du quoi, ça peut être un formidable levier de transformation. Moi, je sens aussi chez beaucoup de jeunes, et moins jeunes, chez des gens qui sont issus des milieux agricoles et ceux qui ne le sont pas, dans les grandes écoles comme dans les écoles, l'enseignement agricole classique, des gens qui sont pleins d'interrogations et qui savent que le modèle dans lequel on est, il ne marche pas. Il y a deux choix, il y a deux voies d'ailleurs, à mon avis, pour éclairer le comment, c'est un, le rapport que vous avez évoqué, ce qu'est l'agriculture dans ses fondements, et deux, il y a de toute façon, pour les moins philosophiques, de toute façon, le modèle tel qu'il est posé aujourd'hui, il ne marche pas, et il va encore moins marcher avec le dérèglement climatique. Je demandais l'autre jour au président de l'INRAE d'essayer de voir s'il pouvait me faire à facteurs égaux, on introduit juste le dérèglement climatique. Facteurs égaux, on fait de l'agriculture comme on l'a fait aujourd'hui, avec des grandes répartitions. Et il me dit, intuitivement, on va être dans un modèle qui produira moins. Donc c'est quand même une interrogation quand on dit par ailleurs, ou certains disent, il ne faut rien changer parce que le modèle, sinon, il va produire moins. Mais déjà, il va produire moins. Et le dérèglement climatique vient l'impacter fortement. Et donc je pense que dans la réflexion qu'on a sur l'installation des jeunes, ou des moins jeunes, la réflexion, c'est de dire sur quel modèle je l'installe. Ce n'est pas une transmission reprise, c'est une transmission transition. C'est-à-dire que si on ne pense pas, avec ce qui a été dit sur le quoi et après sur le comment, on fera une grande erreur parce qu'on sait que ce qui est le modèle aujourd'hui, dans 25 ans, probablement il n'existera plus par bien des aspects. À la fois parce qu'il y a une usure naturelle, ce qu'on a évoqué, et deux, parce que le dérèglement climatique va l'impacter absolument, et ça va jusque dans des niveaux de détail, parce que nous avons décidé en France d'avoir un régime qui était plutôt les appellations d'origine. L'appellation d'origine était un outil de valorisation de la qualité et de territorialisation de la qualité. Sauf que si vous avez 1 degré ou 2 degrés de plus, la territorialisation elle va être complexe. Est-ce qu'on fait de la vigne au même endroit? Est-ce qu'on fait de l'élevage au même endroit? Regardez, cette année, nous, on a produit des dérogations en salaire, sur le fromage salaire, parce que le fromage salaire, il faut qu'il soit produit uniquement à partir de foin. Prairie et foin. Bon, bah, une année comme ça, on a un problème.
une année de dérogation. Dans 3 ans, une deuxième. Après, c'est une dérogation qu'on s'y revient tous les ans. C'est une règle. Donc, quelle règle on suit? Donc, vous voyez à quel point ça modifie et ça met en stress, non pas seulement la nature, ça met en stress le modèle agricole. Donc, c'est à la fois un grand danger, ça aussi, mais c'est une grande chance. Et donc, je pense qu'on a besoin de travailler, y compris en travaillant sur les questions foncières, me semble-t-il, sur les questions de portage, sur les questions, mais vraiment de installer quelqu'un aujourd'hui avec les outils d'investissement qu'il faudra lui apporter sur un modèle tel qu'il est aujourd'hui, c'est une grande erreur, moi je pense. Et donc c'est comme ça qu'on réussira à réinstaller des jeunes, parce que si vous dites à un jeune, aujourd'hui je t'installe, je ne suis pas capable de dire ce que va être ta rémunération. Je ne suis pas capable de dire si ton système il est adapté au dérèglement climatique. Et je ne suis pas capable de dire, même sans dérèglement climatique, si tout ça est, d'un point de vue de production de biomasse, comme vous l'avez dit, tenable. Alors ça ne va pas attirer grand monde. Et quand vous y ajoutez un rapport à la société qui est quand même un peu injonction contradictoire et conflictuelle, vous avez à peu près tous les éléments pour que personne s'installe. Aider. Et des dettes toute sa vie, c'est pour ça que je parlais du portage, et ce n'était pas que le portage foncier. Et donc évidemment, c'est comme ça qu'on va essayer de... Enfin, c'est comme ça qu'il faut qu'on arrive à acheminer. Le travail qu'on va faire, moi j'ai demandé que dans chaque région, on me dise, je rentre par là, peut-être qu'on peut rentrer par autre chose. Je dis, rentrez-moi le modèle avec le dérèglement climatique, et montrons ce que ça va changer, et à quel point, ce qui est un stress de démarrage, c'est un formidable levier de transformation. Parce que des crises, il peut sortir des choses... Or là, on a une crise qui va durer 30 ou 50 ans. C'est pas simplement le prix du lait cette année, c'est les autres facteurs qui vont être un sujet. Donc c'est comme ça qu'on arrivera, me semble-t-il, à attirer des jeunes. Et puis il faut qu'on... Alors c'est déjà en cours, hein. Avec la démographie agricole telle qu'elle est, la plupart des gens qu'on va installer ne sont pas des gens qui, par le sang, seront des fils ou des filles ou des petits-fils et petites-filles d'agriculteurs. Et donc ça va aussi changer le modèle. Ça a commencé à se faire, hein, y compris dans un département comme le nôtre, mais les attentes, les besoins, y compris dans la confrontation qu'il y aura dans l'enseignement agricole entre des fils et des filles de paysans et des fils et des filles de non-paysans, ça peut être fructueux aussi. Et ça peut être un levier intéressant. On va bientôt finir parce que je crois que vous devez partir. Moi j'ai une petite juste ajouter un mot à ça rapidement. Je crois sincèrement, et c'est pas parce que j'ai été cuisinier 45 ans de ma vie, que le fait de nourrir l'autre et de faire la cuisine ensemble est un facteur absolument démentiel de progrès dans notre rapport à l'agriculture via ce qui est le plus logique comme issue de l'agriculture, c'est-à-dire l'alimentation. Refaisons la cuisine ensemble. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut se réapproprier. Et la deuxième chose au niveau du climat que je voulais dire, c'est que souvent, on a l'impression qu'un désert, c'est un endroit où il n'y a pas d'arbres parce qu'il ne pleut pas. Et ça, c'est une connerie. Un désert, c'est un endroit où il ne pleut pas parce qu'il n'y a pas d'arbres. Et donc, l'agriculture, c'est une des solutions. N'oublions pas que le climat, c'est un ensemble de microclimats. Et, à mon avis, ce qui est en train de se passer au niveau planétaire, au niveau des fonciers agricoles, et qu'on ne ressent que progressivement et tellement lentement qu'on n'en a pas conscience absolument, c'est que cette façon de fabriquer du désert, c'est aussi l'absence de végétation. Ce sont les arbres qui appellent l'eau. Ernst Zürcher écrit un bouquin formidable sur les arbres que je vous conseille, qui s'appelle « Les arbres entre le visible et l'invisible », et il vous raconte très bien ça. Ce sont les arbres qui font l'eau et qui appellent l'eau. Voilà. Donc, on voit bien qu'on peut prendre le sujet climat à rebrousse-poil. Voilà. Pour faire une conclusion en 3 minutes. Non, c'était pas une conclusion, je voulais rebondir après. Et après, j'ai une question. C'était pressé sans l'aide quand même. C'est très juste, on a parlé de la restauration scolaire. On a parlé des plans alimentaires territoriaux. Mais ce qu'on a un peu vu pendant le Covid, qui était la redécouverte de la cuisine qu'on fait chez soi, qu'on fait entre soi, c'est un élément absolument central du rapport à la saisonnalité, au vivant, à la réalité des choses. Je discutais l'autre jour avec le responsable des filières pommes de terre. Désormais, l'essentiel de la consommation de pommes de terre se fait à partir de pommes de terre qui ne sont pas des pommes de terre épluchées. C'est-à-dire que, parce qu'on ne sait plus ce qu'on fait des pommes de terre. C'est-à-dire que et c'est quand même un sujet un peu étonnant de voir, on est passé de, je crois, 19 kg par habitant et par an en frais, hein, à 14 ou 13. Bon.
c'est très symbolique de l'incapacité qu'on s'est donnée, alors, notamment dans nos sociétés, de faire cela. Je pense que c'est de retrouver le goût de faire de la cuisine à partir des éléments bruts. Et ça, c'est un élément, les PAT peuvent ici en servir. La restauration scolaire, c'est qu'on est plutôt dans une logique de service. Je t'amène un plat. C'est pas inutile parce que ça permet de booster des dynamiques. Et alors après, c'est ce que je voulais dire. En revanche, si on peut faire du moment de la restauration scolaire un moment qui soit... J'étais l'autre jour dans une école à Paris, c'était assez marrant. On parle des produits avant on travaille les produits et on découvre la saisonnalité et la variété des produits. C'est un élément important. Deuxième chose que je voulais dire quand même, on s'est habitué à une société où on a une dinguerie de variété de produits. Oui, de fausses variétés, c'est-à-dire que oui, vous avez raison. Enfin, là aussi, c'est un rapport qui est bizarre, parce que comme on ne sait pas comment cuisiner un légume aussi simple que la pomme de terre, on essaie de s'inventer des tas de choses et des tas de trucs qui sont avec des tas d'autres produits ou leurs dérivés. Donc ça, c'est un peu bizarre. Et le dernier point, je partage complètement ce qui a été dit sur... c'est très juste que c'est pas parce qu'il n'y a pas d'eau qu'il n'y a pas d'arbre, c'est parce qu'il n'y a pas d'arbre qu'il n'y a pas d'eau. Et d'ailleurs, quand vous regardez dans les process de reconquête, y compris d'ailleurs sur lesquels il faudra se poser la question, c'est pas l'affaire du continent africain, hein, cette affaire. Du continent, c'est notre affaire aussi, parce que la meilleure façon de lutter, c'est la question de la réintroduction de l'arbre. Pas seulement comme un élément, c'est dangereux quand ça devient simplement un élément patrimonial, mais qu'on a patrimonial au sens patrimoine bâti. De réintroduire l'arbre dans le process de reconquête et dans le process agricole, pour le coup, tout le chemin de l'agriculture, en tout cas dans nos territoires, c'était le chemin de conquête sur l'arbre, la forêt. Donc il faut revenir là-dessus. Il y a eu un plan national en 2015 sur l'agroforesterie, qui logiquement devrait produire ses effets. Oui, pas assez encore. Est-ce qu'on a 2 minutes ou est-ce que M. Desvaleurs... Oui, Marc, je sais que tu dois partir, mais 2 minutes. Non, mais je sais pas. J'ai l'impression, non? Allez-y, continuez. Simplement, tu as parlé des pommes de terre. Alors, il y a une opération, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui s'appelle l'opération Parmentier pour la justice alimentaire. C'est une opération que nous avons accueillie ici à Blois avec les associations caritatives, avec le Centre intercommunal d'action sociale et le Pays des Châteaux, parce qu'il y a une vraie réflexion aujourd'hui. Ils ont choisi justement Parmentier comme nom, hein, pour rappeler l'importance de la pomme de terre dans l'alimentation, pour parler de justice alimentaire. Alors, la justice alimentaire, c'est pas forcément quelque chose qui parle, mais c'est tout simplement une manière de dire que les associations caritatives, on voit à l'entrée ou à la sortie des supermarchés qui récupèrent des boîtes de conserve, des pâtes, des produits qui se gardent, ils ont aussi envie d'offrir des aliments de qualité en jouant sur les circuits courts, en jouant sur les producteurs locaux. Et cette notion de justice alimentaire placée, j'allais dire, sous le patronage de Parmentier, je trouve que c'est un beau message et qu'on doit aussi ne pas oublier que ceux qui sont dans la précarité, ceux qui sont dans la difficulté, ils ont aussi droit à une alimentation de qualité. Voilà, je ne dirais plus rien si ce n'est qu'on aurait pu parler de l'eau, on aurait pu parler de l'arbre, des forêts, etc. Pour clore, j'ai une question et j'aimerais vous demander de répondre en 3 mots. Voilà. Quel est votre horizon et est-ce que vous auriez une audace à formuler? Monsieur le ministre, quel est votre horizon et est-ce que vous auriez une audace à formuler? Vous êtes content que ce soit moi le premier, hein? Ça vous permet de réfléchir. C'est ce qui est plus... Une audace à formuler. Je ne sais pas comment l'exprimer en 3 mots, c'est compliqué, mais l'audace à formuler, moi je trouve que c'est pour ça que ce que vous avez dit m'a plu. L'audace à formuler, c'est que partant du quoi, on arrive à trouver le chemin du comment dans une société. Mon problème à moi, au poste où je suis, c'est pas tant le quoi, parce que je partage assez, c'est plutôt le comment, parce qu'on vient tout de suite au comment et à la conflictualité. Donc mon audace, ce serait qu'on sorte de la conflictualité. Il y a besoin sur ces sujets-là de coopération, de compréhension et pas de conflictualité, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Je ne sais pas si c'est ma propre audace. Ça c'est un horizon de sortir de la conflictualité, mais c'est pas une audace, c'est un horizon. Je trouve que c'est plutôt audacieux dans la société dans laquelle on vit. Il me semble. Dans la société de caricature dans laquelle on vit, essayer de trouver un chemin de pondération, d'équilibre et de coopération, je vous assure que c'est assez audacieux. Je trouve que c'est très 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 audacieux. Et pas qu'en France d'ailleurs. Et donc on a besoin de ça, je pense. Madame l'héritier, est-ce que vous avez un horizon et une audace à formuler? Moi je serais tentée de dire le travail sur l'acceptabilité. On a un gros travail de communication à faire.
Et je vais m'inscrire un petit peu en décalé par rapport à certains discours là, c'est avoir un discours concret. C'est-à-dire que les évolutions qu'on veut promouvoir, il ne faut pas que ça devienne des affaires d'intellectuels, il faut vraiment que ce soit approprié par l'ensemble de la population. Alors, l'audace, oui, c'est que tout le monde mange bien. Et ça, c'est pas gagné. Hein, parce que. C'est l'horizon. Non, après je vais venir à l'horizon. Donc, l'audace, c'est bien manger pour tous et que chacun, le soir, puisse dire cette citation latine. Je ne sais pas si vous connaissez, dans l'histoire romaine, il y avait un empereur, Lucullus, qui adorait bien manger, les festins, et quand il dînait chez lui, il disait « Ce soir, Lucullus dit chez Lucullus ». Eh bien, je voudrais que chaque Français, quand il rentre chez lui, il puisse dire « Ce soir, Lucullus dit chez Lucullus ». Donc ça, c'est mon audace. Et puis, l'horizon, mais je vais interpeller Marc, parce que d'après mes petites antennes, dans quelques semaines, un élément très important de la gastronomie française va passer au trébuchet du jugement de l'UNESCO. Il y a quelques années, on a obtenu, grâce au directeur des Rendez-vous de l'Histoire, Francis Chobrier, le fait que le repas gastronomique français soit inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Alors Marc, je ne sais pas si tu es au courant, mais dans quelques semaines, normalement, la baguette devrait également être inscrite. Et d'après mes espions, c'est pas encore gagné, parce que le ministère de la Culture voulait défendre les zingueurs, enfin les toits en zinc de Paris, et qu'il semblerait qu'il ait fallu un arbitrage de l'Élysée pour que ce soit bien la baguette et pas le zinc des toits de Paris. Donc voilà un horizon, Marc, tu pourras nous rassurer pour la baguette, j'espère. Oui, je vais essayer de te rassurer pour la baguette, mais c'est cornélien quand même, le zinc et la baguette, parce que le zinc aussi, on a fait des belles choses. Mais ça permet de dire quand même que parfois en France, parce qu'on vis-à-vis de l'extérieur, la gastronomie et la baguette, c'est pas parce qu'on est classé au patrimoine de l'UNESCO sur tel ou tel produit que ça ne nécessiterait pas qu'on réfléchisse sur la qualité et parfois de la gastronomie et parfois de la baguette. Et là, on a horizon et l'audace. C'est une belle Mon horizon, il est le même depuis des années. C'est ce qu'on appelle maintenant, c'est devenu à la mode, c'est One Health, la santé unique de la planète. Enfin, c'est mon horizon, c'est que des sols en bonne santé donnent des plantes en bonne santé, qui donnent des animaux en bonne santé, des êtres humains en bonne santé, sur des territoires en bonne santé. Ça, c'est l'horizon. Et l'audace qu'on pourrait avoir pour tendre vers ça, et là, accrochez-vous, ça serait de dire que la valeur vénale, donc l'économie, résiderait plus dans les services et dans la façon dont on traite les produits que dans les produits eux-mêmes, et que en revanche, ceux qui produisent ces produits soient mieux rémunérés pour les services qu'ils rendent à l'humanité en travaillant bien, plutôt que d'être rémunérés en majeure partie sur les produits qu'ils produisent. Donc, renversement de l'économie extrêmement audacieux qui ne peut se faire que si on considère que chaque mètre carré de notre sol, et pas seulement agricole, est en permanence en train de faire pousser des plantes vivantes. Voilà. Merci. Merci à tous.